Je voudrais parler sur mon projet de postdoc. C'est un projet d'1 an sur la coévolution de la main et du pied chez l'homme. Les mains et les pieds sont essentiellement la même chose, c'est juste dans une autre à droite dans le corps. Et ils partagent beaucoup des influences génétiques et développementales. Et donc, c'est possible que l'évolution d'un l'un peut influencer l'évolution de l'autre. Et chez l'homme, c'est déjà connu que le premier phalange, donc le pouce et le grand orteil, c'est plus long et plus robuste que les autres phalanges. Et c'était hypothétisé que l'évolution du pouce est influencée par l'évolution du grand orteil, parce qu'en fait, c'est le grand orteil qui a eu le plus grande modification dans l'évolution de l'homme. Un autre aspect des phalanges un peu plus précis, c'est l'inclinaison dorsale. Ça, c'est l'angle là. Quand cet angle est plus petit, l'inclinaison est plus forte, et quand cet angle est plus grand, l'inclinaison c'est moins fort. Et chez l'homme, cet angle c'est assez petit, donc l'inclinaison c'est fort, et dans le pied c'est une adaptation à la bipédie. Pendant le toe of face, quand on marche, c'est le phase là qu'on pousse avec les orteils. C'est important d'avoir une inclinaison plus forte parce que c'est plus facile de bouger comme ça. Je suis désolée, mon français n'est pas très bien, mais j'essaie. Dans la main, on a aussi une inclinaison assez forte, mais on ne sait pas pourquoi. C'est hypothétisé par des autres chercheurs que c'est peut-être une covariation avec des orteils, mais c'est peut-être aussi possible que c'est une covariation avec des autres os dans la main, ou peut-être c'est quelque chose de fonctionnel. Donc, pour regarder ces deux aspects, j'ai travaillé avec Antoine Gosset, c'était un étudiant de master, et on a regardé 66 individus qui étaient sur les MNHN ici et dans le Natural History Museum à Londres. Et les individus sont de tous les continents, sauf Antarctique. Et on a fait des scans avec des Next Engine Surface Scanners, c'est les deux machines-là. Et on peut faire des modèles virtuels des os. Après, on peut mettre des landmarks sur les modèles. J'ai choisi ces 16 landmarks. Et après, on peut faire des manipulations statistiques sur les coordonnées des landmarks pour vraiment analyser la forme et pas la taille des os. Après, j'ai fait une analyse de composants principales pour déterminer la forme en général. Et on peut voir que tous les doigts ont environ la même forme, et c'est le pouce qui a une forme très différente. Et dans les pieds, on voit une chose similaire. Tous les orteils sont environ similaires, mais c'est le grand orteil qui est vraiment différent que tous les autres. Après, j'ai fait une régression pour voir si la forme, c'est peut-être dépendant sur la taille, parce que même quand on n'analyse pas la taille même, la forme peut encore changer avec la taille, c'est l'allométrie. Donc, j'ai fait une régression et on voit que quand les phalanges sont plus grands, ils sont moins robustes et plus longs. Et on voit ça avec tous les doigts et aussi avec le pouce. C'est la même modèle qu'on voit partout. Dans le pied, c'est un peu différent. Le signal global, c'est la reverse. C'est quand la phalange est plus grande, en fait, c'est plus robuste. Mais ça, c'est à cause de grands orteils qui a une forme un peu bizarre, parce que dans le grand orteil, on voit le même que dans la main, c'est une relation négative, donc c'est plus long et moins robuste quand le grand orteil est plus grand, et dans tous les autres phalanges, tous les autres orteils aussi, que quand les orteils sont plus grands, en fait, ils sont
moins robuste et plus longue. Donc c'est à cause de grands orteils qu'on a une relation différente. Puis j'ai regardé la covariation même et sur le X, c'est la forme de phalange de la main et sur l'Y, c'est la forme de phalange du pied. Et ça, c'est le pouce et le grand orteil, et ça, c'est le deuxième phalange. Et j'ai fait ça pour tous les phalanges, mais je vous montre juste ces deux. Et on voit qu'il y a une bonne relation entre la forme de phalange de la main et du pied. C'est une très bonne relation. Et ces axes sont des vecteurs dans morphospace. Et j'ai un morphospace pour la main, donc j'ai 5 vecteurs dans le morphospace de la main, et j'ai un autre morphospace pour le pied, et j'ai aussi 5 vecteurs dans le morphospace du pied. Et ça qu'on peut faire après, c'est mesurer l'angle entre ces vecteurs. Donc ça, c'était le vecteur du axe X du graphique gauche. Et ça, c'est l'axe X de graphique à droite. Et on peut mesurer l'angle et c'est une proxy pour la distance. Et avec ces distances, on peut faire une analyse en coordonnées principales et ça nous donne une idée comment la main et le pied covarient. Donc, ce n'est pas le magnitude, mais c'est vraiment comment, donc quels caractères sont importants. Et quand on fait cette analyse, on voit que c'est le pouce qui est vraiment différent que tous les autres doigts. Donc, tous les autres doigts covarient avec les pieds dans la même façon et c'est le pouce qui covarie dans une autre façon. Et on voit le même pour les pieds, que c'est le grand orteil qui covarie avec le pouce, vraiment différent, dans une façon différente que tous les autres orteils covarient avec des doigts. Donc c'est vraiment, il y a une chose particulière avec le pouce et le grand orteil comparé avec des autres orteils et des autres doigts. Alors, puis j'ai regardé l'inclinaison dorsale pour voir, maintenant on sait qu'il y a une covariation entre tous les phalanges et, de la main et du pied, et on a vu que le pouce et le grand orteil c'est différent que les autres, mais maintenant je voudrais savoir, c'est vrai pour tous les caractères spécifiques ou c'est juste le patron, le modèle général. Donc j'ai regardé l'inclinaison dorsale, j'ai déjà expliqué, c'est cet angle-là, et j'ai utilisé ces 3 landmarks pour calculer cet angle-là avec Pythagore. Et ça, c'est une très simple scatter plot, je ne sais pas comment dire, avec l'angle du pied sur l'X et l'angle de la main sur l'Y. Et on voit, c'est très chaotique, il n'y a pas vraiment une relation entre les deux, même quand c'était hypothétisé, je ne le trouve pas du tout. Et en général, on voit que pour le grand orteil, l'inclinaison, c'est un peu moins fort que pour les autres orteils et sur les grecs. Donc pour la main, on voit que le 3e rayon a des valeurs le plus haut, donc l'inclinaison le plus bas, et la pouce à l'angle le plus bas, donc l'inclinaison le plus fort. Donc j'ai testé statistiquement s'il y a une relation entre l'inclinaison dorsale des doigts et des orteils. Et en fait, j'ai trouvé pas la relation, c'est très faible. Le plus fort, c'est ça, c'est 0.3, donc c'est presque rien. Et la valeur P donne aussi que c'est pas statistiquement significatif quand on corrige avec la correction de Bonferroni, rien n'est statistiquement significatif, donc il n'y a pas de relation. Donc, après j'ai pensé, quand ce n'est pas la covariation avec le
pied, on a les deux autres possibilités. Soit c'est fonctionnel, soit c'est une covariation avec des autres ossements de la main. Malheureusement, je n'ai pas des scans des autres os de la main parce que c'est un postdoc du nom et je n'avais pas le temps pour faire tout ça. Mais j'ai analysé l'inclinaison dorsale dans la main et dans le pied pour voir si c'est possible que c'est fonctionnel ou pas. Et on voit dans le pied, ici, que c'est le grand orteil qui est vraiment différent que tous les autres orteils qui n'ont pas de différence significative. Ah pardon, ça se fait avec une test de Mann-Whitney-Hughes pour faire des comparaisons entre tous les rayons. Et dans le main, on voit que la plupart des rayons sont différents que tous les autres rayons, sauf le 5e et le 2e sont similaires et le 4e et le 3e sont similaires. Donc, pour visualiser, ça veut dire que l'inclinaison dans le pouce, c'est différent que dans tous les autres orteils. Et dans la main, on a un modèle très spécifique où les deux doigts dans le centre ont une inclinaison dorsale le moins fort, puis les deux doigts à côté, et puis le pouce qui a une inclinaison dorsale le plus fort. Et pour moi, ça me semble que ça peut être une chose fonctionnelle. C'est pas aléatoire, c'est vraiment un modèle très clair que pour moi, je crois que c'est possible que c'est fonctionnel. Donc, comme conclusion, la covariation entre les phalanges de la main et du pied, c'est différent pour le pouce et le grand orteil que pour tous les autres phalanges des doigts et des orteils. Et ça peut être une conséquence de l'évolution du pied qui a influencé l'évolution de la main. Par contre, l'inclinaison dorsale ne covarie pas du tout entre la main et le pied. Et moi, je crois que c'est possible que c'est une chose fonctionnelle, mais c'est pas nécessaire. C'est encore possible que ça covarie avec des autres os de la main parce que j'ai pas testé ça. Mais même quand ça c'est le cas, je crois que tout le système c'est une chose fonctionnelle parce que le modèle, pour moi, c'est clair que c'est probablement fonctionnel. Donc ça c'est tout fait sur l'homme moderne et les analyses sur les hominidés du Pléistocène c'est encore en cours, mais j'ai pas beaucoup de temps parce que maintenant je fais un autre projet, mais ça va lentement, mais ça va. Et ça que j'attends, c'est que les Néandertaliens ont une covariation entre les mains et les pieds comparable avec nous, parce qu'ils sont aussi bipèdes, donc leur évolution de leurs pieds ont influencé l'évolution de leurs mains dans la même façon que chez nous. C'est ça que j'attends. Merci beaucoup pour votre attention. Juste une petite question. Vous parlez des hypothèses fonctionnelles. Quelle hypothèse fonctionnelle est-ce que vous proposez pour une courbure plus grande pour le pouce? Qu'est-ce que ça peut apporter d'un point de vue fonctionnel? Oui, donc pour le pouce, c'est difficile. Pour les autres phalanges des doigts, j'ai déjà pensé que c'est les deux dans le centre qui doivent peut-être être plus forts et plus stabiles parce qu'ils portent peut-être la plupart du poids quand on porte quelque chose. Et les deux à côté, un peu plus de flexibilité pour vraiment pouvoir poigner des choses, to grasp things. Mais le pouce, en fait, c'est un peu difficile parce qu'en fait, moi, j'ai pas du tout la flexibilité dans cette articulation. Donc ça, c'est difficile et je ne sais pas exactement la raison. Je dois encore un peu rechercher la littérature pour trouver des possibilités. Merci. Moi, c'était un peu la même question. En fait, tu t'intéresses à l'inclinaison dorsale, donc ça veut dire pour la main. Oui. Ça. Et donc là, tu parles de l'inverse de l'incliner, enfin du fait de saisir. Si on compare aux grands singes qui a priori ne sont pas bipèdes la plupart du temps, ils ont plutôt les doigts comme ça et ils marchent sur les phalanges, donc il n'y a même pas d'inclinaison ici.
Oui, mais même c'était trouvé par des autres chercheurs que l'homme a une inclinaison dorsale plus forte que les singes. Donc, je ne sais pas pourquoi ça c'est le cas. Moi, je pense que même si l'homme fait ça plutôt que ça, je crois que quand on veut... je ne sais pas comment dire en français, but if you want to catch something, for example, you will have a tendency to catch it like this. And I'm quite flexible in this respect. I've realized not all people are. J'ai vu des autres gens qui ne peuvent pas faire comme ça. Mais je crois que peut-être ça donne plus de flexibilité pour to catch things in the air, ou je ne sais pas. C'est une hypothèse assez nouveau. C'est un travaux de juste un an et cette hypothèse, c'est pas très ancienne, donc j'ai pas vraiment eu le temps pour penser sur toutes les possibilités. Mais même, je crois que parce que c'est pas un modèle aléatoire, c'est pas l'une moins, l'autre plus, ou tout est la même chose. C'est vraiment les deux dans le centre, les deux à côté, et puis le pouce. Et pour moi, ça donne l'impression que c'est fonctionnel même quand je sais pas exactement comment. Pour revenir à la forme et à la flexibilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation? Il faudrait peut-être regarder la forme de l'articulation en entier, pas seulement d'un os, puisqu'une articulation, ce sont 2 segments. Et peut-être que la forme de l'articulation du segment du dessus va apporter des informations fonctionnelles très importantes qu'on ne peut pas avoir si on a juste une partie de l'articulation. Non, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai pas eu le temps pour faire des autres os dans la main, mais je veux bien analyser les métacarpes aussi pour vraiment comprendre comment ça marche, mais j'ai pas eu le temps. Je suis désolée.